Dans une rue étroite d'une petite ville américaine, une femme avance sur ce trottoir inégal, ses pas assurés malgré la simplicité de sa robe bleu pâle. Elle s'appelle Maya Jackson, une femme noire de 34 ans, née à Chicago, installée à Willow Creek, un coin du Midwest où tout le monde se connaît ou croit se connaître. Dans une main, un sac de provisions balance doucement, dans l'autre, elle tient la petite paume d'Amara, sa fille de 6 ans, une fillette aux tresses ornées de perles qui trottine à ses côtés. Amara parle d'un papillon vu à l'école, sa voix aiguë et joyeuse, et Maya rit, ses yeux brillants d'amour. Un moment simple, fragile, précieux. Et puis, tout bascule. Le crissement strident des pneus déchire l'air comme un coup de couteau, brutal, inattendu. Une voiture de police, noire et blanche, aux lignes anguleuses, freine brusquement devant elle, soulevant un nuage de poussière qui flotte dans la lumière dorée. Deux silhouettes en jaillissent, leur uniforme sombre contrastant avec l'éclat du jour déclinant. Le premier, un homme massif aux épaules carrées, le visage rougeaud sous une casquette mal ajustée, avance d'un pas décidé, ses bottes claquant sur le sol. Le second, plus maigre, les lèvres pincées en une ligne cruelle, suit comme une ombre, ses yeux plissés scrutant Maya avec une méfiance froide. Vos papiers, aboie le costaud, sa voix rauque et autoritaire, un ton qui ne laisse place à aucune discussion. Maya s'arrête net, surprise, un frisson d'incompréhension courant le long de sa colonne vertébrale. Elle pose le sac au sol avec une lenteur calculée, cherchant à garder son calme malgré le poids soudain qui s'installe dans sa poitrine. Bien sûr, officer, répond-elle, sa voix posée mais teintée d'une légère tension, tandis qu'elle fouille dans son sac à main en cuivre usé pour en sortir son portefeuille. Amara, elle, se rapproche instinctivement, ses petits doigts s'agrippant à la jupe de sa mère, ses yeux ronds et brillants fixant les deux hommes avec une curiosité mêlée de peur. Maya sort sa carte d'identité, un rectangle plastifié qui proclame son identité américaine, son lieu de naissance à Chicago, sa citoyenneté irréprochable et l'attend, un geste simple qui devrait tout régler. Mais le policier maigre l'interrompt avant même qu'elle ne puisse ouvrir la bouche pour expliquer. Pas à peine de jouer la comédie, ricane-t-il, ses mots dégoulinants de mépris. On sait qui vous êtes. Une clandestine, hein. La phrase flotte dans l'air, absurde, toxique, un poison qui s'infiltre dans l'instant. Maya redresse la tête, ses narines frémissent, une indignation brûlante montant en elle. Clandestine, répète-t-elle, sa voix plus forte maintenant, chargée d'une colère contenue. Je suis née à Chicago. J'ai tous mes papiers, regardez-les. Elle agite la carte devant eux, mais leurs yeux restent fixes, aveugles à la vérité qu'elle leur offre. La scène s'effondre dans le chaos en une fraction de seconde. Les menottes surgissent des mains du costaud, un éclat métallique qui brille sous le soleil, et avant que Maya ne puisse réagir, elle claque autour de ses poignets, froide, implacable. Elle proteste, sa voix monte en un crescendo de désespoir et de rage. Vous n'avez pas le droit. Ma fille est là, qu'est-ce que vous faites? Amara hurle, un cri primal, déchirant, maman, ses bras minuscules tendus vers sa mère, ses joues déjà inondées de larmes. Le policier maigre la repousse d'un geste brusque, un mouvement désinvolte qui la fait trébucher en arrière. Reste là, gamine, ou tira avec elle, grogne-t-il, son ton aussi tranchant qu'un éclat de verre. Maya se débat, pas avec violence, mais avec l'énergie brute d'une mère qu'on arrache à son enfant, ses épaules se tordant sous la prise ferme des officiers. Autour d'eux, la rue s'anime d'une vie étrange, des passants s'arrêtent, certains sortent leur téléphone pour filmer, leurs doigts tremblants capturant la scène en silence, d'autres détournent les yeux, mal à l'aise, murmurant entre eux sans oser intervenir. Une vieille femme en robe à fleurs, appuyée sur une cale, secoue la tête depuis son porche, ses lèvres pincées en une grimace de désapprobation muette. La portière de la voiture claque, un bruit sec comme un point final, et le moteur rugit alors que Maya est poussée à l'intérieur, ses cris étouffés par les vitres teintées. Amara reste là, seule, ses sanglots résonnant dans l'air stagnant, ses petites mains tendues vers une mer qui s'éloigne, avalée par la poussière et le grondement mécanique. Au poste de police, l'horreur prend une nouvelle dimension. L'endroit est un labyrinthe de couloirs gris, éclairé par des néons vacillants qui projettent des ombres sinistres sur les murs tachés. Maya est traînée dans une salle d'interrogatoire, une pièce exiguë au relent de sueur et de désinfectant bon marché. Les deux policiers la jettent sur une chaise en métal, ses menottes raclant contre le dossier avec un bruit aigu. Les insultes commencent alors, une pluie de mots crus, raciaux, qui tombent comme des coups. Retourne d'où tu viens, grogne le costaud, son visage si près du sien qu'elle sent son haleine âcre de caférence. T'as de la chance qu'on te garde pas plus longtemps, ricane le maigre, appuyé contre le mur, un sourire tordu déformant ses traits.
Maya serre les dents, sa poitrine se soulève rapidement, chaque inspiration un combat pour ne pas craquer. « Je suis américaine », répète-t-elle, encore et encore, brandissant ses papiers comme un bouclier, sa voix tremblante mais ferme. « Regardez les papiers, je vous en prie. » Mais il ne regarde pas. Il rit, un son rauque et laid qui rebondit contre les murs, il la pousse, leurs mains brutales contre ses épaules, la laissant enchaîner à cette chaise pendant des heures qui s'étirent comme des jours. Dans sa tête, une seule pensée tourne en boucle, Amara. Sa petite fille, seule sur ce trottoir, ses pleurs résonnant encore dans ses oreilles comme un écho qu'elle ne peut chasser. Dehors, la vieille dame du quartier, Madame Henderson, finit par s'approcher d'Amara, ses mains rides et tremblant alors qu'elle la prend par l'épaule. « Viens, ma chérie, murmure-t-elle, sa voix cassée par l'âge et l'émotion, mais elle ne peut rien faire de plus, impuissante face à l'injustice qui se joue sous ses yeux. L'histoire prend un tournant au poste. Les deux policiers, rejoints par un sergent aux cheveux grisonnants nommé Carl Withers, un vétéran au regard dur et au sourire mauvais, décident d'escalader leur petit jeu cruel. « On appelle le chef », déclare Withers, son ton dégoulinant d'une satisfaction perverse. « Faut qu'il voie ça, une clandestine qui se croit chez elle. » Il rit encore, un rire de hyène, confiant dans leur pouvoir, certain que leur supérieur validera leurs ailes avec une tape sur l'épaule. Maya, elle, est à bout. Ses poignets lui font mal, la peau rougit sous le métal, son esprit vacille entre la rage et l'épuisement, chaque seconde une torture alors qu'elle imagine Amara seule, vulnérable, dans la rue. Les minutes s'égrènent, lentes, insupportables, jusqu'à ce que la porte s'ouvre enfin. Une silhouette entre, imposante, le pas lourd et décidé, l'uniforme impeccable orné d'un signe doré. Le chef. Les trois policiers se redressent, leur poitrine gonflée d'arrogance, prêts à pavaner. Mais le silence tombe, brutal, presque palpable, quand l'homme pose les yeux sur Maya. Son visage, buriné par des années de service, se fige, puis se fissure sous le poids d'une émotion brute. Maya, souffle-t-il, sa voix rauque, incrédule. Les officiers froncent les sourcils, déconcertés, échangeant des regards confus. Maya lève les yeux, son visage marqué par les larmes qu'elle a ravalées pendant des heures, et murmure, « James. » Oui, James Jackson, chef de la police de Willow Creek, est son mari. Le choc électrise la pièce. Les trois hommes blêmissent, leur rire s'étrangle dans leur gorge comme des os coincés. James avance, chaque pas résonnant comme un coup de marteau, sa voix tremblante de rage contenue. « C'est ma femme. Ma femme. Qu'est-ce que vous avez fait ?» Maya craque enfin, les larmes jaillissent, un torrent qu'elle ne peut plus retenir. « Ils m'ont arrêté, James, » sanglote-t-elle, sa voix brisée. « Ils m'ont traité de clandestine, ils m'ont insulté, à cause de ma peau. Et Amara, ils l'ont laissée dehors, toute seule. » Le regard de James passe de sa femme aux 3 heures, et ce qu'il voit dans leurs yeux la peur, la honte, mais pas encore de remords allume une flamme qui le consume. Ce qui suit est un ouragan de justice et de douleur. James se précipite vers Maya, ses doigts tremblants défaisant les menottes avec une urgence presque désespérée, le métal tombant au sol dans un cliquetis sonore. Il la prend dans ses bras, son uniforme raide contrastant avec la douceur de son étreinte, son autorité vacillant sous le poids de l'émotion. Puis il se tourne vers les policiers, ses yeux noirs brillant d'une fureur froide. « Vous trois, vous êtes finis. Virez. Maintenant. » Ils protestent, leur voix se chevauchant dans un chaos de supplications pathétiques. « On savait pas, chef », bafouille le costaud, ses mains levées comme pour se protéger. « On pensait qu'elle. » Tente le maigre, mais James le coupe net, sa voix tonnant comme un coup de tonnerre. « Vous pensiez quoi? Que sa couleur vous donnait le droit de la traiter comme une moins que rien? De laisser ma fille seule dans la rue ?» Il fait un signe aux agents restés à l'entrée, et en quelques minutes, les menottes qui avaient emprisonné Maya se retrouvent sur les poignets des 3 hommes, une ironie amère qui les réduit au silence. Ils sont escortés dehors, leur tête baissée, leur carrière brisée en un instant sous le regard implacable de leur chef. Mais l'histoire ne s'arrête pas à cette punition rapide. Maya, libérée, s'effondre contre James, son corps tremblant alors qu'elle lui raconte, encore et encore, les insultes, les coups durs contre son âme, la terreur dans les yeux d'Amara, la solitude de sa fille pleurant sur ce trottoir. James l'écoute, chaque mot un poignard dans son cœur, un homme déchiré entre son rôle de protecteur et l'impuissance face à ce que sa propre institution a infligé à sa famille. Les heures qui suivent sont un brouillard. James ramène Maya à la maison après avoir retrouvé Amara chez Madame Henderson, la vieille voisine qui l'avait recueillie.
La fillette se jette dans les bras de sa mère, ses sanglots étouffés contre la poitrine de Maya, ses petites mains agrippant sa robe comme si elle craignait qu'on la lui arrache encore. Cette nuit-là, dans leur maison modeste au mur orné de photos de famille Maya et James le jour de leur mariage, Amara bébé dans une couverture rose, aucun d'eux ne dort. Maya reste assise sur le canapé, les yeux dans le vide, une tasse de thé refroidissant entre ses mains. James arpente la pièce, ses poings serrés, murmurant des excuses qu'elle n'entend pas vraiment. Amara, blottie sous une couverture, finit par s'endormir, mais ses rêves sont hantés par les silhouettes sombres des uniformes, par le cri de sa mère qui s'éloigne. Les jours passent, puis les semaines, et la blessure reste, une cicatrice invisible mais profonde. Maya ne sourit plus comme avant, ses rires avec Amara sont plus rares, teintés d'une méfiance qu'elle ne peut chasser. Elle évite cette rue désormais, change de trajet pour aller au supermarché, son corps tendu à chaque sirène qu'elle entend au loin. Amara, elle, grandit avec ce souvenir gravé dans son âme, une petite fille qui a vu sa mère humiliée, abandonnée par ceux censés la protéger, une graine de colère et de détermination plantée dans son cœur fragile. Mais l'histoire ne s'arrête pas à cette douleur brute. Les trois policiers déchus Tom Bradley, le costaud, Eddie Klein, le maigre, et Carl Withers, le sergent ne disparaissent pas simplement dans l'oubli. Leur vie s'effiloche, chacune à sa manière, sous le poids de leur acte. Bradley, marié et père de 2 enfants, perd tout, sa femme le quitte, emmenant les petits, incapable de supporter la honte qui colle à son nom après que la vidéo de l'arrestation, filmée par un passant, devient virale sur les réseaux sociaux. Il trouve refuge dans l'alcool d'abord, puis, poussé par une culpabilité qui le ronge, il commence à faire du bénévolat dans une association pour les droits civiques, traînant des caisses de dons et écoutant des témoignages qui lui renvoient son propre visage en miroir. Klein, lui, tente de se racheter par des lettres, des pages maladroites griffonnées à la main qu'il envoie à Maya, des excuses bancales qu'elle brûle dans l'évier sans jamais les ouvrir, les flammes léchant le papier comme une réponse muette à sa lâcheté. Withers, le plus âgé, sombre plus bas, son arrogance brisée, son mariage déjà fragile s'effondrant sous le poids de son licenciement. Il passe ses journées dans un bar miteux à la sortie de la ville, fixant son reflet dans un verre de whisky, incapable de croiser son propre regard. Leurs tentatives de rédemption sont désordonnées, imparfaites, parfois sincères, parfois égoïstes, mais elles ne changent rien pour Maya et Amara, pas encore. Et puis, il y a la renaissance, lente, douloureuse, mais réelle. Amara grandit, ses tresses d'enfant laissant place à des cheveux lissés qu'elle porte avec fierté, ses yeux toujours brillants mais marqués d'une intensité nouvelle. À 12 ans, elle commence à poser des questions, à fouiller dans les affaires de sa mère pour comprendre ce jour qui a changé leur vie. Elle trouve les articles de journaux locaux, les gros titres criards, chef de police licencie 3 officiers après une arrestation abusive, et les lit en secret, son cœur battant alors qu'elle assemble les pièces d'un puzzle qu'elle n'a jamais oublié. À 15 ans, elle jure devant le miroir de sa chambre, un serment silencieux, elle ne laissera jamais une autre enfant vivre ce qu'elle a vécu. Elle étudie avec acharnement, ses notes impeccables, son corps s'entraînant dans des cours d'autodéfense, puis à l'académie de police où elle entre à 22 ans, une jeune femme déterminée à porter un uniforme différent, pas celui de la honte, mais celui de la justice. À 25 ans, elle devient agente, sa plaque brillante sur sa poitrine, une mission chevillée au corps, protéger, pas détruire. Ses collègues la respectent, sentent en elle une force qui ne s'explique pas, une droiture qui intimide parfois. Un jour, lors d'une patrouille dans une rue semblable à celle où tout a commencé, elle croise Eddie Klein, vieilli, usé, les épaules voûtées sous un vieux manteau râpé. Il la reconnaît immédiatement, ses yeux s'écarquillent, et il murmure un « Je suis désolé », à peine audible, ses mains tremblant alors qu'il tente un pas vers elle. Amara s'arrête, son visage impassible, une froideur d'acier dans son regard. Les mots ne réparent pas tout, dit-elle, sa voix basse mais tranchante, avant de tourner les talons, laissant l'homme planté là, un fantôme de son passé. Pour Maya, les années ont adouci la douleur sans jamais l'effacer. Elle travaille désormais comme assistante sociale, et dans les familles démunies, un moyen de redonner ce qu'on lui a pris ce jour-là. Elle regarde Amara avec une fierté mêlée de larmes, un sourire qui dit « On a survécu. On a gagné ». James, lui, a changé le fonctionnement du poste, imposant des formations contre les préjugés, une obsession pour s'assurer que plus jamais une Maya ne souffre sous ses ordres. L'histoire de cette famille n'est pas qu'un drame, c'est une leçon sculptée dans la chair et le temps, un cri qui résonne au-delà de Willow Creek, une promesse que dans chaque injustice germe une graine de changement. Les 3 policiers, leur vie brisée ou transformée, sont des ombres dans ce tableau, des rappels que la rédemption est un chemin long, souvent inaccessible. Et Amara, debout dans son uniforme,
porte sur ses épaules l'héritage de ce jour, pas une victime, mais une force, une lumière née des ténèbres, un futur qui se dessine dans chaque larme versée. Si cette histoire vous touche, pensez à vous abonner pour ne rien manquer de ce qui suit.